Bienvenue à la récré, c'est Mao. Comme je l'ai dit, je suis votre... Non, je suis pas un professeur, moi. Je suis votre conseiller de désorientation. Cette fois-ci, c'est désorientation, voilà. Bah aujourd'hui, moi, je suis pas driver, hein. Je suis pas driver, je sais pas faire des intros comme il est fait. Gros big up à toi, driver. On est ensemble, t'es notre meilleur prof hein, du game, j'ai envie de dire. Voilà, comme il le dit souvent dans les commentaires, tu mérites une télé. Et on le pense sincèrement. C'est clair, c'est le meilleur. Aujourd'hui, on reçoit Kyo Itachi. Salut tout le monde. Salut. On va te laisser te présenter rapidement. Ben, Kyo Itachi, beatmaker du Blanc Minil, ça fait 20 ans à peu près que je fais des prods. Entre les États-Unis, les Antilles, l'Afrique, le Japon, l'Amérique latine et ici. Il fallait dire le monde entier. Ouais, bon, il y a encore des pays que j'ai pas fait encore. Tous les continents, tu les as fait. Et qui c'est, t'as des gros blazes là que tu peux dire là? Ah oui, j'ai produit 5 majeurs, un des groupes de Nekfeu. J'ai fait un premier maxi avec Alpha One. J'ai travaillé avec Sean Price, Rock Marciano, Conway the Machine, Benny the Butcher, Chino XL, Kef Murray, Artifacts, Roca, tous les gars qui Non, ont on a dit sur soit modeste au début, mais là tu... T'envoies la photo ouais. Là, il y a au moins 200 artistes au moins. Ah ouais, Ouais. ah ouais, bah puis bon, ok. Bah du coup, bah, je vais faire l'appel, hein. Barberiche. Barberiche. Oh, j'ai l'impression qu'on est à la rentrée des classes. Non mais c'est tout, c'est pour ça. Je suis choqué de voir Mao que j'ai été surpris. Ouais, je vais faire un gros big up à mon gars VR. Yeah, VR il envoie, qui est en train d'essayer de faire une émission du coup, qui a une émission sur Insta pour l'instant, mais qui va sûrement être en plateau incessamment sous peu. Mais là, c'est On parle R&B. Donc du coup, ça va être un talk show qui va être essentiellement R&B. Cool. Donc, gros big up à mon gars VR de Ouais, il longue fait date. des lives en ce moment, Ouais, c'est ça. de longue date. Ouais, j'ai vu. Gros force à lui. Ok. Mécolo. Bah écoute, ça va, moi je suis ravie. On reçoit un beatmaker. Là, on va parler un peu de mes petites obsessions. Je suis ravie. Je suis youhou. Tu fais peur, Mécolo, des petites obsessions. C'est bizarre. Ah, mais la musique, toujours. On a toutes nos petites obsessions de beatmaking quand on est passionné. Penda. Ouais, ça va, je suis là. Driver, je lui passe un gros big up. Et je suis contente d'avoir Mao quand même en présentateur aussi. T'es chauvin toi, malien, tout ça, c'est ça tu voulais dire en vrai. Mais on pense à Driver. Ouais, bah oui, c'est le meilleur driver, ça Le ne bougera goat. jamais. Booba, Le maire, le maire. Les bails, les airs, Jomb, on dit Mogo, pas Mogo, on dit Floco, pas Floco, mais Starty Block là. Enchaîner les émissions, moi j'en ai marre. Hein. Moi j'en ai marre d'attendre. Bouba, lui, je lui ai envoyé une Ouais, vidéo il a de envoyé. mec. Mhm. On était dans un événement, il y a un mec qui m'a attrapé, il m'a dit tu dis à Mao, on veut des émissions. Mais je t'ai envoyé la vidéo ou pas? Ouais, tu m'as envoyé. Non, mais le peuple est en demande. Ah, Le Attends, peuple demande, le peuple va avoir ce qu'ils veulent, frère. Vous inquiétez pas, là j'ai une nouvelle équipe. Ça se passe très bien. On a fait déjà 3 émissions, très très lourd. On a fait une émission avec Mr. C. Mr. C qui sort un projet. Sors le ce putain de projet, mon gars. On est ensemble là dans bon tout tape. Ça va bien se passer, les gars. Ça va bien se passer. Mais en tout cas, en ce moment, de toute façon, là, on est à la récré. Là c'est la récré, ça se passe. Donc, le sujet du jour, c'est quoi? C'est est-ce qu'on a rattrapé les 10 ans de retard? C'est ça, non? Avez-vous nous rattraper les 10 ans de retard? Exactement. Ouais. Est-ce que déjà on avait que 10 ans? Ça dépendait sur quoi. Ça dépendait Ouais, ça sur dépend quoi. sur quoi, en fait. Ça dépendait On parle sur de quoi. quoi? De beatmaking, hein, c'est ça? hein? Est-ce qu'on a toujours 10 ans de retard, Ouais. c'est ça? Ouais. Surtout, après je pense Ouais, pas que ce soit Ouais, forcément sur le rap beatmaking. global. Ah Sur ouais, le rap global, globalement. d'accord. Ouais. Moi, je dirais, en fait, Putain, c'est la première fois un invité commence, mais j'aime beaucoup. pour moi, hein, vu que tu as vu le hip-hop, en général, il arrive au State dans les années 70, en France dans le début 80, il y a déjà un retard de base. Après, aujourd'hui, je dirais pas 10 ans. Mais tant qu'on regardera ce qui se passe là-bas, on aura toujours un retard obligé. Mais est-ce qu'on Obligatoire. regarde vraiment ce qui se passe? Moi, j'ai l'impression qu'on Bien regarde sûr. plus ce qui se passe en Afrique qu'au State. Hein. Non, moi je suis pas d'accord, puisque quand tu vois les genres musicaux qu'il y a dans le rap, entre guillemets aujourd'hui, quoi. Ouais. euh, Aujourd'hui, c'est- aujourd'hui, c'est UK.
Ouais, On UK, mais regarde Chicago. beaucoup Chicago l'Angleterre. aussi. Ouais, tu pour vois. la drill, ça pour le coup, pour Ouais, la drill. Mais le Jersey. Ouais. La Jersey Club, ça c'est j'adore. Mm. Mais ça, oui, il y a le côté, mais quand même, je pense qu'on regarde aussi beaucoup en Angleterre, et il y a des rappeurs carrément qui ont créé un style qui est 100% français. Oui, bien sûr. Jules, par exemple. Voilà. Ouais. Mais... Ou l'afro-trap. Ou l'afro-trap Enfin, aussi. même s'il y a trap dedans, mais il y a le côté afro que prédominant. portent les afro-descendants, du moins ici, quoi. Ouais, c'est pour ça que je pensais à l'Afrique, Ouais. en fait. Mm. Après, moi, je dis que malheureusement, le français aura toujours un complexe d'infériorité. Ouais. Donc, parti de ce principe, Bien sûr. on va dire que inconsciemment, il aura toujours l'impression d'être en retard. Sauf qu'aujourd'hui, après, moi, je suis pas forcément un expert de fou, mais de ce que je vois, de ce que j'entends, moi, je vois pas trop de différence avec ce qui se passe aux States. Déjà, je trouve que maintenant, ça commence à s'équilibrer. Et je pense Ça que dépend même sur on a quelle scène. et Ouais. je pense que même on a un petit avantage parce que aujourd'hui, vous l'avez dit précédemment, c'est que nous, l'Afrique, et qu'aujourd'hui, nous, on a cet avantage sur eux. Parce Ouais, que et eux- avantage qu'on n'a pas exploité, que on va dire nos grands frères du rap peut-être n'ont pas exploité. Ouais. Je parlais de ça notamment avec Coma de la Scred, big up à lui, qui disait mais tu te rends compte que en fait on a écouté Timbaland prendre de la musique de chez nous pour sampler en fait ce que nous on n'a pas fait. Ah, après, il y a Aujourd'hui, ça 24 se- ans, sortait Bisson Abisso, hein, Racine. Oui, mais eux, ils parlent de bien évidemment. Mais par exemple, au niveau, tu vois, de tout ce qui peut être musique d'Afrique du Nord, bon, il y a eu DJ Mehdi, bien évidemment, avec 113 et tout, mais globalement, par exemple, moi qui aime bien diguer, les premiers samples que je découvre, par exemple, de musique issue d'Afrique du Nord, c'est grâce notamment à Timbaland. Parce qu'il samplait, tu vois, ce genre de musique. C'est pas via le rap français, en fait. C'est plutôt via le rap US. Mais je trouve qu'aujourd'hui, cette espèce de fossé, ou même parce que le rap, en vrai, ici, je pense qu'on est tous pareils, c'est notre culture générale aussi. En vrai, je pense que ça, ce fossé maintenant un peu culturel, en fait, il n'y a plus de honte à utiliser aussi la musique de nos origines, en Ouais, fait. mais c'est d'où le Donc- complexe. Parce que même en France, c'est-à-dire que les jeunes issus de l'immigration à l'époque, il y avait quand même ce complexe. C'est-à-dire qu'avant, le fait de revendiquer haut et fort son origine, c'était compliqué avant. Exact. Ouais. C'était pas si facile qu'aujourd'hui. Ouais, c'est vrai. Et donc, du coup, c'est vrai que lorsqu'on écoute, par exemple, les artistes des années 90, ils sont beaucoup sur des références de variétés ou autres. Mais ils font pas forcément référence à ce côté afro. C'est pour ça que quand Bisso est arrivé, bah, ça a été une révolution. Parce que du coup, là, ils ont mis vraiment les pieds dans le plat. Et moi, ce que je constate souvent, quand j'analyse un peu ce qui se passe, Mais c'est que Bisso, ça a c'est... même dépassé les attentes, Ouais, ouais. les frontières de C'est tout le monde. qu'aujourd'hui, bah, les petits, ils ont pas peur de revendiquer leur... Ils mettent même leur pays d'origine avant le Ouais. fait qu'ils soient français. Oui, bien sûr. Ouais. SO, la mafia congolaise. Ça. Moi, je crois que c'est. Quelque part, c'est difficile, mais pas difficile de comparer deux marchés potentiels, tu vois. Parce qu'il y a quand même un marché. En France, le marché potentiel, c'est 67 millions de Français. Oui. Au States, c'est 300 millions d'Américains. Ouais, mais après, nous, on a un marché francophone. Ouais, c'est ça. Ouais, Voilà. C'est ça qui ouais, est c'est ça aussi. différent. Parce que Ah ouais. les States, c'est mondial, vu que c'est en anglais, Ouais. c'est mondial. Après, c'est paradoxal ce que je dis, parce qu'en vérité, même la première émission hip-hop, elle a eu lieu en France. T'as vu. Donc en fait, on a du retard, mais c'est comme si on avait rattrapé notre retard à un moment donné quand on a fait la première émission Hachipa à choper avec Sydney. Donc c'est paradoxal, tu vois. Après, moi, En fait, ça dépend des... Excuse-moi, ça dépend des secteurs, je pense. Tu sais, la danse, les médias, tous ces trucs-là, il y a des trucs... Ben, comment on dit ça, là, tu sais, t'as DJ, t'as... Ah, ça, les disciplines. Ouais, les disciplines. Ben, il y a des disciplines où c'est pas... Il n'y a pas tant de retard que ça. Il y en a où... Par exemple, t'en as une là, comme ça là Ben, La- je pense- la danse, par exemple. La danse, voilà. ça, Ou les j'allais DJ dire. aussi, le DJing, en vrai, la Parce qu'il y a eu France envoie des Parce qu'il y a eu masterclass. des hein. champions du monde, DJ, Ouais, français. oui. Il y en a eu. Même dans les prods. Dans les prods. Dans les prods, tu sais, quand on voyait les Dr. Dre, tout ça, bon, c'est des gros noms, c'est des légendes, on respecte et tout. Mais il y a des jeunes qui sont super, super forts, qui n'ont pas Forcément, cette visibilité, mais qui ont le talent, je pense. Ouais, et qui n'ont pas à être jaloux. Donc, Ils sont super les forts. carrés, quoi. Voilà. Par Mais contre, aujourd'hui, les rappeurs, aujourd'hui, ils vont chercher où leur prod? Ils restent ici ou tu penses qu'ils vont ailleurs? non, il Parce qu'il y reste a- ici. Moi, de ce que j'ai remarqué, hein, Il reste ici. en hein. France, Ouais.
les gars, des fois, ils ont plus souvent leur équipe. Tu sais, ils ont déjà... Une grosse équipe. Ouais, Ils avancent en... Si on regarde les crédits, pour ma part, je regarde les crédits des disques et tout, ben, tu vois que... Les gars qui sont à la prod, souvent, c'est des gars, eux, quand tu regardes. Comme Freeze Corleone avec Flemme et Congo Bill, c'est des. Enfin, s'ils font partie du collectif, par exemple, 667 à part entière. Et c'est vrai que ça, du coup, ça donne une couleur musicale bien précise. Voilà. Parce qu'avant, c'est vrai qu'avant, les rappeurs, ils aimaient bien BFlan et dire ouais, moi je suis allé mixer au States. Moi j'ai une prod d'un tel, un quinri. C'était la référence. Et surtout, ils avaient des beatmakers stars, ce que nous, on n'avait pas. Aujourd'hui, je pense qu'il y a des beatmakers qui commencent à se. Déjà, ils ont des tags qu'on entend, par exemple Richie Beats, tu reconnais direct. Je sais pas, Easy Jew, par exemple, c'est Easy Jew Pétasse, tu reconnais direct que c'est lui. Déjà, on sait les identifier. Mais est-ce qu'il les place au State, eux? Bah, il y en a qui placent au State, par exemple, Tarek Azouz. Tarek Azouz, mais c'est Maybach Music, c'est French Montana, c'est DJ Khaled, voilà, c'est quand même un... Mais est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui a démocratisé le fait de... Parce qu'avant, il fallait avoir des beatmakers stars. Entre guillemets, par exemple, le secteur A en France, il avait Jimmy Finger. Mais parce que Jimmy Finger, c'est aussi le gars qui crée l'univers de mais tout ce... avant, quand t'étais un inconnu, enfin, entre guillemets, j'aime pas ce mot inconnu, mais j'aime pas ce mot-là. Mais tu veux pas envoyer une prod à une tête d'affiche, ça n'existait pas, alors qu'aujourd'hui, ça se fait. Aujourd'hui, un mec comme Booba, depuis des années, il écoute plein de prods. Oui. Tu peux être dans l'anonymat ou célèbre, et il prend. Oui, parce que... Est-ce qu'il n'y a pas des artistes au devant de la scène qui ont démocratisé le fait de, vas-y, si, les t'as pas besoin d'être connu, tu vois. C'est parce que les taille beats. Et merci YouTube. En vrai, t'es là dans ta chambre aujourd'hui, t'as les machines, t'as un peu de trucs, tu fais ton truc, hop, t'envoies, t'as beat Joule, t'as beat PNL, il y a quelqu'un qui dit ah, j'aimerais bien avoir un beat dans ce goût-là, il tape beat je sais pas quoi, ou Travis Scott ou machin, bam, en suggestion, t'as des beatmakers français qui vont arriver. Plus besoin en plus, tu peux payer ton type beat tellement pas cher. Enfin, je veux dire, t'as un type beat 20 balles, et on te dit, ouais, mais il faut aller voir, par exemple, si je sors un nom à la scène, Polo Dadon, 10 000. Bah, c'est réglé, hein. Tu prends le... Si tu peux avoir à peu près la même, on va dire, si c'est dans la même veine musicale, bah, tu vas prendre, bien évidemment, économiquement, tu vas prendre le moins cher. Donc oui, ça a mis aussi des inconnus sur le devant de la... qui ne sont plus tant inconnus que ça, maintenant. Tout à l'heure, je parlais de différence de marché, tu vois. Genre, ils sont 300 millions là-bas, et là-bas, ils sont 70 millions, tu vois. Mais ce qui est marrant, c'est que la France, ça reste quand même la deuxième nation hip-hop, semble-t-il, tu vois. Deuxième consommateur de rap au monde. Alors qu'ils ont moins de consommateurs consommateurs potentiels qu'aux États-Unis, tu vois. Et moi, je me dis que, voilà, pour répondre clairement à la question, moi, je pense que sur le plan du beatmaking, oui, on va rattraper notre retard. Je pense que sur le plan de l'imagerie, même, tu vois, dans les clips, tout ça, maintenant, ça y est, les clips, ils sont comparables aux clips des États-Unis. Tu vois, il y a des dingueries de codéine de je sais pas quoi là, tu vois. Dans les lyrics aussi, ils ont rattrapé leur retard. Bah maintenant, faut traduire. C'était facile. Dans les lyrics de Gogo. Oui, ils ont rattrapé leur retard. Moi, je kiffe Chronique de Dr. Dre, tu vois, le premier Chronique de 92. Mais c'était déjà des dingueries qui se disaient dans Chronique. Oui. NWA, ils ont commencé à dire les dingueries déjà, tu vois. En disant pas mal de choses outrancières, comme on dit, tu vois. Là, en France, là, ça y est, c'est parti, tu vois. Et voilà, Penda. Alors moi, je pense que les États-Unis, ils ont toujours eu 10 ans d'avance sur tout. Pas que au niveau du rap, dans tous les domaines. Sur la mode aussi? Non. Non, sauf la mode. Sauf la mode, t'as raison. Et je pense que eux, en fait, leur truc, c'est qu'ils ont une facilité à capter ce qui va marcher dans 5 ans. Ils sont visionnaires. Il y a des choses qui se créent là-bas. En fait, ils sont en mode... ils arrivent à transformer les choses comme si c'est eux qui les ont créées, comme les sonorités orientales. Tu vois, par exemple, là, en ce moment, ils ont pris tous les Naija. Il y a Thames qui écrit beaucoup, qui participe à tous les projets. Donc, voilà, c'est comme s'ils l'ont découverte, alors qu'elle était déjà connue avant, tu vois. Mais ils arrivent à mettre une hype. Beyoncé, quand elle avait fait son album pour Le Roi Lion, elle a mis l'africanité en avant. En fait, ils sont visionnaires. Elle a même samplé le Mali. Ils sont très visionnaires sur ce qui va marcher parce qu'en fait, eux, ils font un truc et j'ai l'impression qu'ils arrivent très vite à voir que, par exemple, dans 2 ans, tel genre musical dans le rap va atteindre son plafond de verre.
Et du coup, il faut voir après. Mais après, je pense qu'en France, bah, déjà, en francophonie, en règle générale, dans les pays d'Afrique et tout, il y a beaucoup de jeunesse. En Afrique, il y a énormément de jeunes. Et maintenant, les jeunes, ils écoutent ce qu'on écoute ici, ils s'habillent comme on s'habille ici. C'est plus comme avant. Et du coup, maintenant, il y a un nouveau marché. Ça veut dire qu'un artiste français, il va pas être que connu en France. Il va être connu en France et en Afrique. Ça va permettre d'être diffusé partout. Et vu que l'Afrique, ça inspire aussi les États-Unis, bah, du coup, l'artiste d'ici va être connu aux États-Unis, plus ou moins. Et je pense que bah, la France, c'est peut-être le futur marché urbain principal. Ah ouais. Ouais, je pense parce que aux États-Unis, bah, c'est sûr que le rap, ça restera le rap là-bas, mais le marché urbain en règle générale, je pense qu'en France, il y a beaucoup à faire. Et Ouais, ça c'est vrai. Moi, je suis complètement d'accord. Hein. C'est comme. Moi, je pense qu'on n'a plus de retard. Parce que quand on regarde, quand on sort en boîte ou autre, tu vois, on passe à toute patate, nous, les Français. Tu vois, quand on va au bled, tu vois, les Français, les rappeurs français et les chanteurs français, ceux qui n'ont pas été mis au chômage, passent en boîte à toute patate, tu vois. Donc, je pense qu'on a rattrapé le retard, moi. Après 10 ans, on dit ça depuis le départ, mais 10 ans, c'est beaucoup. Hein. 10 ans, c'est beaucoup. 10 ans, c'est Donc, beaucoup. je pense pas qu'on ait vraiment eu 10 ans. On avait 3 mois de retard sur les clips. Bon, ça, c'était après la latence. Oui, la latence. Et toi, quand tu as commencé, du coup, le beatmaking, c'était qui tes références? Et est-ce que vraiment les Quinry, tu les voyais vraiment à un niveau auquel tu n'aurais jamais pu accéder? Ouais. Parce qu'en fait, c'est la télé qui faisait ça. Il n'y avait pas encore bien... Moi, quand j'ai commencé, c'était en 2000, mais il n'y avait pas encore bien Internet dans tous les foyers. Déjà, pour trouver un ordi chez quelqu'un, c'était une dinguerie. Mais voilà, comme tout le monde, je m'y suis mis, tout ça. Mais avant Internet, pour moi, c'était comme un rêve, en fait. Parce que tu peux pas les joindre. Il n'y a pas ce truc de Insta ou de je sais pas quoi, tu vas le contacter et tu peux espérer qu'il te réponde. Là, c'était le téléphone où tu tournes les numéros, hein, mon Si gars. les darons n'avaient pas mis de cadenas. Ouais, et si tu pouvais appeler au steak, tu vois. Déjà. Mais je sais qu'il y a des collabs franco-américaines qui sont faits comme ça avec le téléphone. Tu voulais faire comment? Ou si le Quinry vient en France en concert, tu le chopes. Mais sinon, autrement, c'était compliqué. Et mes références, c'était un peu de tout. Hein. Il y avait Reza, Dr. Dre, High-Tech, DJ Scratch, Pete Rock. High-Tech, pas assez nommé. Hein. Ouais, pas assez nommé. Ouais. Non, c'est trop. Après, les Timbaland, Pharrell Williams, même si je suis plus underground, ça me parle dans le rythme, dans le processus de création, comme l'exigence d'un Dr. Dre. Ben, je regarde, tu sais, quand je les vois, je dis pas je vais faire pareil, mais je prends l'exigence, là, comme son truc de détox qui sort jamais. On devrait l'appeler Intox. J'essaie de travailler un album pas comme lui, hein, mais comme ça, avec la même exigence, en fait. C'est quoi ta première grosse collab? Ma première grosse collab, c'était française ou américaine? Bon, on va dire les deux. Alors, pour la France, c'était, pour moi, hein, Sean Price. C'est Sean Price. Le premier, pour moi, gros truc, mais j'avais produit 2 albums avec son protégé, là, qui s'appelle Rusty Jux. Et pour moi, c'était déjà quelque chose de gros, puisque quand le Bootcamp Click, il est venu en 2004 en concert, ben, Elta Skelta, ils étaient venus. Et Sean Price n'était pas encore au top, c'était encore sur le groupe. Et ils ont, OGC devait passer, mais ils sont pas venus. Et c'est Rusty Jux qui est venu, et moi je l'ai découvert comme ça. Et après, c'était mon but, je dis, il faut que ce gars-là, je le produise un jour. Et c'était en 2004. Et ma première prod pour lui, c'était en 2011. Ah ouais. Et après, j'ai enchaîné, hein, ça allait vite. Et sinon, vraiment, le gros nom, pour moi, c'était Bishop Lamont. Ah bah oui. C'était easy, mais après, t'as vu, je peux en citer beaucoup. Et pour la France, bah, c'était Alpha One, mais c'était pas encore le Alpha One d'aujourd'hui, tu vois, c'était en 2012. Et aujourd'hui, tu travailles avec qui aujourd'hui? Là, Danny Dan, on fait un album en commun. Ah ouais. Il y a Roca. Là, je prépare la suite de mon album Solide, mais qui s'appellera pas Solide, ce sera autre chose. Je prends un virage. Ouais, je reste Kyo Itachi, mais
je vais prendre un virage un peu plus frais, on va dire, entre guillemets. Ouais, puis les gars de Griselda, là, les Conway, Benny the Butcher. Tu bosses avec eux actuellement? Pas actuellement. Excuse-moi, j'ai mal répondu, mais c'est aussi des gros noms du moment, en fait, que j'ai fait. J'ai l'œil, je suis curieux, tu vois. En fait, pour moi, c'est ça. Je dis souvent la clé, c'est d'être curieux. Quand tu es curieux, en fait, tu découvres des choses, des fois, avant les gens, tu vois, et ça te permet aussi d'être créatif, puisque tu cherches et tu tombes des fois sur des pépites, des trucs comme ça. Et c'est quoi, toi, tes critères pour bosser avec quelqu'un? C'est-à-dire? Tu vois, parce que c'est vrai que... Qu'est-ce qui va me plaire pour que je bosse avec pour que ça matche avec un artiste qui vient vers toi. Tu vois, qu'est-ce qui va faire que tu bosses avec lui? Est-ce que tu acceptes toutes les collabs qu'on te propose ou est-ce que vraiment tu es exigeant et tu as des critères bien spécifiques pour bosser avec quelqu'un? Bah avant, j'étais quelqu'un de fermé. Vu de l'époque d'où je viens, j'étais fermé, moi. Le secteur aussi, Blanc-Mini, ça. Je connais mon secteur un peu, donc on est un peu particulier. Mais voilà, je dis que, tu sais, quand tu es fermé, en fait, tu peux pas avancer. C'est impossible. Tu peux pas avancer et tu vas rester que dans un seul endroit où style, il y aura un plafond de verre, tu vois. Mais en fait, si tu es ouvert, à force de travailler avec des gens, de dire, bon, lui, vas-y, je vais lui donner sa chance, ou je vais tester, il y a un truc que j'ai déjà dit assez souvent, c'est que il y a une période, je voulais pas produire de rap français. Vu mon expérience avec l'entourage que j'avais, qui avait toujours des critiques sur mes prods et tout, et que je voyais un Quinry, même un breakbeat, je peux lui envoyer, il va rapper dessus. Je voyais ça, tu vois. Mais ça, c'est mais c'est une dinguerie, ça. Tu fais un beat, tu mets 2 samples, tu mets 2 notes, tu lui envoies, il rappe. Hein. Il peut rapper pendant 3 minutes, que ça soit Nas ou Jay-Z. J'ai dit des gros noms, mais un Quinry qui sait rapper, il va envoyer, c'est juste le rythme qui va suivre, tu vois. Mais est-ce que ça, là, ce que tu es en train de décrire, c'est que aux États-Unis, ils sont vraiment dans ce côté passion et du coup sensibilité. Si ça me parle, je fais. Et ici, on est plus dans le calcul. Ah, t'as répondu là. Attends, non, pas forcément, parce que... Ça dépend de l'artiste. Tu prends le Quinry de base. Même un Quinry normal qui rappe pas, c'est un businessman de base. Ouais, les Américains. Il va dire... Ouais, ils ont le truc dans le sang. Mais il va pas... comment dire? Mais il va pas faire... En fait, il va pas bomber avec ta prod. Si ta prod, elle lui parle et que t'es inconnu ou il te connaît pas, il va la prendre quand même. Oui, bien sûr. Vois, et il sait qu'il va faire de l'oseille avec. En tout cas, il va savoir faire de l'oseille avec. Oui. Mais ici, en France, ça a béflon quand même. Ça dépend, en fait. Moi, pour mon expérience, au début, quand les mecs, ils te connaissent pas, s'ils te connaissent pas, c'est un peu dur de... Faut prouver, tu sais... Tu vas pas aller voir le mec, lui dire, ouais, j'ai produit lui, pour montrer que t'es telle personne, tu vois. Faut aussi le son ou donner 2 liens, tu vois. Tu donnes 2-3 liens, tu montres ce que tu as fait. Et ça peut le faire. Mais il y a des gens où c'était difficile au départ. Et après, il faut un peu de temps. Tu vois, il faut un peu de temps. Et franchement, pour moi, avant, je disais, ouais, aux States, ils sont plus forts qu'en France et tout. Mais en fait, quand tu prends la langue française et que tu prends un gars qui est super fort, je vais donner 3-4 blazes, là, les Rocca, Danida, Oxmo Puccino, Lino... J'ai donné au hasard. Et ben, quand tu les entends, c'est des mecs qui sont extrêmement forts, lyricalement, et avec le flow, le fond, la forme, tout. Et c'est aussi beau qu'un bon track de Nas ou de... Tu sais, en tant que Français, tu vois. Ouais, bien sûr. C'est comme ça que je vois. Après, je donne la chance à tout le monde. Tant que ça sonne à mon oreille et tout, par exemple, mon prochain album, vous allez être surpris. Tu sais, ça n'a rien à voir avec ce que j'ai fait avant. Mais je donne la chance. Mais du coup, justement, comment tu vois aujourd'hui les différentes scènes rap français? Parce qu'il y a différentes musiques en plus. Enfin, aujourd'hui, on a le boom bap qui reste là, par exemple, avec Messar qui en produit. Et c'est c'est des prods de ouf. Tu peux avoir de la drill avec Sam Tiba ou aujourd'hui, par exemple. Mais dit des noms, je les connais pas. Mais Kola, il est crédit. Et pour une fois qu'on peut donner un peu de beatmaker et tout. Bien sûr, t'as raison, je taquine. Où t'as par exemple, je sais pas, l'hyperpop avec Abel 31, par exemple. L'hyperpop, c'est hyper particulier, ça, c'est un truc. Est-ce que tu te verrais par exemple toucher à ça?
Non, moi, en fait, je suis un peu comme Booba, moi. Je suis un peu... T'as vu, je dis je suis ouvert, mais j'ai dit je peux me contredire. Il fait pas Parce que... Mon frère, mon frère, d'ensemble. C'est grave. Non, en fait, par exemple, moi, je ferais pas de trap. Pas de drill, pas... Moi, c'est du boom bap. Moi, Je fais pas ce bordel. Non, tu vois, en fait, je dis il en faut pour tout le monde. Moi, je suis pas anti. Je suis pas anti-trap. Bien sûr. Il y a des trucs que j'écoute et tout, tu vois. Mais pour moi, il y a la base. Ça vient d'une base qui est déjà intemporelle. Et en fait, t'as vu, c'est là-dedans que je me sens bien et que j'aime écouter et tout. Et les autres, c'est plus pour s'ambiancer ou chiller ou Ouais, quoi. Après, ça dépend. Ouais, ça va dépendre. Par exemple, je sais pas, ouais, un artiste que j'écoute beaucoup en ce moment, Bouchy, bon, c'est Lyonzon, tout ça, c'est cette école-là, qui travaille beaucoup avec un beatmaker qui est un jeune de Lyon aussi, Taimin Teken, par exemple. Bah, là, il a des sonorités, lui, hyper métalliques qui vont être. Donc, lui, par exemple, c'est pas de la musique que t'es. Enfin, en concert, tu vas voir des gens turn up, mais moi, j'écoute pas forcément ça pour turn up en soi, en fait. Et bon, après, je pense qu'il y a aussi une certaine lecture du public aussi, parce que tout n'est pas... moi, j'ai vu des gens s'ambiancer sur des trucs, j'ai été trop égarée. Là, pour moi, s'ambiancer sur les magiciens de Isha, pour moi, ça me paraît impossible. J'ai vu des gens turn up en concert, je ne suis pas la seule témoin. Donc aujourd'hui, il y a une lecture aussi qui est un peu... qui est un peu différente. Je pense que oui, la drill, c'est un côté on s'ambiance, mais ça ramène aussi un truc, moi je trouve qui est vachement hip-hop, c'est ce côté, on revoit de la danse. On revoit des pas de danse, on revoit des trucs. Il y a le côté ambiance, mais je trouve que ça redonne quelque part, sans le savoir peut-être, mais quelque part un truc qui est hip-hop. Où c'est un peu Alors moi j'ai une question. Disciplinaire. Est-ce qu'on revoit encore les scratchs? Tu vois, dans ce genre de musique, par exemple. Non, bah forcément, ouais, c'est pas du tout le... Alors, dans ce qu'on fait aujourd'hui, trap, peu importe l'univers. Même dans ce qu'on fait, par exemple, moi, dans ma base, moi, j'essaie toujours d'avoir un DJ à mes côtés pour placer un ou deux scratchs. Mais je me dis, des fois, quand j'écoute des nouveaux sons, j'en entends pas. Non, même ceux qui feraient du boom bap aujourd'hui, qu'on pourrait dire moderne, ou ce qu'on dirait boom trap, un peu un mélange, cette espèce d'hybride... Bah non. Ouais, boom trap. Ouais, je te jure que ça fait 2-3 ans que ce Prof de 3010 par exemple. Big up à lui, c'est quelqu'un de très important. Parce que la boom trap, c'est pas genre Alpha One qui pose sur des prods comme ça. C'est ça, un peu, ouais, c'est ça. Mais c'est quoi le principe de la boom trap? Mais eux, ils ont jamais dit qu'ils posent sur de la boom trap. C'est des gens qui. Oui, parce que c'est une espèce d'hybride, parce que c'est pas vraiment du boom bap en soi. Mais tu sens les sonorités quand même trap et boom bap. Tu vois, c'est un espèce de message. Parce qu'il y a du sample, il y a des... Pas forcément, il n'y a pas forcément du sample. C'est au niveau des caisses claires. Après, la rythmique, elle reste... Je pense qu'ils utilisent les sampleurs qu'on utilise dans la trap, tout ça, les TR 808. Il y a de la Echo 8 ou des trucs comme ça, mais peut-être... Après, c'est... c'est une manière de travailler un peu la musique, donc c'est un espèce d'hybride entre les deux, ce qui fait que beaucoup de gens, par exemple, je sais pas, trentenaires, plus trentenaires, vont dire ah Alpha One, franchement c'est pas mal, et des jeunes qui vont dire ah ouais Alpha One c'est trop bien. En fait c'est ce qui fait aussi, parce que en fait les deux, ces deux univers qui peuvent ne pas communiquer musicalement, en fait il y a des éléments qu'ils connaissent, donc tout de suite ça match un peu plus. Donc on dit ouais boom trap, mais c'est un truc de journal de base. Mais c'est quoi qui t'a... Parce que beatmaker... c'est grave. Souvent, les gens, ils sont rappeurs. Oui. Pourquoi t'es parti dans le beatmaking, du coup? Moi, c'est... Je sais pas, moi, quand j'ai commencé à écouter ça, c'est les instrus qui me parlaient en premier. Je comprenais pas l'anglais. Donc, c'est les instrus qui me parlaient en premier. Puis, je trouvais l'atmosphère, quand je voyais des gars avec les gros manteaux avec des bonnets, les Method Man, ou même l'ambiance des clips et tout, que ça soit à New York ou à Los Angeles, dès que ça arrivait, puis en fait, je sais pas, moi, c'est comme si c'était du hasard. C'est un voisin qui est arrivé dans ma cité au Blanc-Mini, on m'a dit, il aime le même son que toi, les mêmes, puisque dans ma cité, il n'y avait personne qui écoutait ce que j'écoutais. Tu vois, vraiment dans ma cité, après dans le quartier, c'est autre chose. Là où j'habitais, il n'y avait personne. Et en fait, il me dit, il écoute les mêmes trucs que toi, là, Wu-Tang, Rocus, tous ces trucs-là. Je dis, ah bon? Donc j'y vais, je le connais, tac, les semaines passent, un jour je vais chez lui, puis il me montre un sampler. Tu sais, je vois un truc couvert avec des pads et tout.
Tu sais, quand il enlève le t-shirt dessus, quoi. Et elle me dit, ouais, appuie sur les pads. J'appuie, j'entends poum, poum, tap, tap. Et je ressens quelque chose, tu vois. Je dis, c'est quoi cette dinguerie et tout. Et elle me dit, c'est avec ça, tous tes albums là que t'écoutes, c'est avec ça qu'ils font ça et tout. Et du coup, quand je l'ai vu, il m'a dit, tu veux que je te fasse un son? Je suis parti. Il m'a dit, va chercher un sample. Je dis, c'est quoi un sample? Il dit, mec, t'écoutes du hip-hop et tout, tu sais pas c'est quoi un sample? Vas-y, prends une musique que t'aimes bien, l'air et tout. Et reviens, j'ai pris Requiem de Mozart. Je suis revenu. C'est le seul CD que j'avais du CDI, tu vois. J'allais pas sampler du zouk, parce qu'il y avait déjà des rythmes et tout, tu vois. Ouais. Il a volé au CDI. Ouais, mais Mozart. J'ai oublié de le rendre. Il a pas voulu, il a oublié de le rendre. Tout le monde connaît hein, ça. C'est un emprunt. Et en fait, je lui ai dit, ouais, de telle seconde à telle seconde. Et il me dit, reviens dans une petite heure. Je reviens. Et c'était vraiment mon voisin de palier hein, et tout. Et quand je reviens, il me dit, ouais, appuie sur play. Et quand j'appuie sur play, il y a un beat à la Flip Mode Squad qui sort avec des basses de ouf, des violons et tout. Je dis, c'est toi qui as fait ça là? Il me dit, bien sûr. Quand t'es parti, j'ai fait. Et il me dit, appuie sur ton sample. J'appuie, je reconnais. Et je dis ça là. Et j'étais comme ça, moi. C'était comme les consoles. Dès que je voyais une console, il me la fallait, tu vois. Et je dis ça, il me le faut. Et il me dit, ouais, ça coûte 10 000 francs. À l'époque, je viens à peine j'ai 20 ans, je viens de commencer à travailler. Et je dis, comment je vais faire pour l'avoir? Tu sais, je rentre chez WAM et tout. Tu sais, ça m'a matrixé, comme on dit. Il n'y en avait pas au CDI. Akai MPC 2000 XL, tu vois. Ok. Akai MPC. Ouais, ça coûtait 10 000 francs à l'époque. Donc, ce que je fais, je descends, je cours à la librairie en balle. C'était une petite ligne droite, là, en balle. Et je rentre, tu sais, je suis essoufflé. Je regarde dans les magazines, je vois rien. Je dis, ouais, vous avez pas un truc de sono, de hi-fi, tout ça? Il me dit, ouais, il y a le sono magazine là. Je le prends, je paye, je rentre. Je cherche, je vois pas d'MPC, tout ça. Puis, à la fin, il y avait des petites annonces de magasins, tu vois, qu'il y a sur Châtelet, un peu partout dans Paris, qui vendent le matériel de DJ, des platines, tout ça. Il y avait ça. Et je dis, ouais, vous avez la MPC 2000 XL? Ouais, il nous en reste 2. Je dis, c'est quoi les moyens de paiement? Il dit 4 fois sans frais, tout ça. Je dis, avec la carte bleue. Je venais juste d'avoir mon compte et tout. Hein. Le lendemain, je suis parti, je suis revenu avec la MPC. Je sonne chez mon voisin, je dis, ça y est, je l'ai. Il me dit, ouais, mais tu sais pas en faire. Après, j'ai dit, tu vas m'apprendre. Et voilà, il m'a appris. Lourd, hein. C'est grâce aux voisins donc tu rentres dans ce délire-là. Dans le beatmaking, jusqu'à aujourd'hui, je le remercie sur Instagram. Si tu m'entends, big up All J. Et voilà. Mais du coup, est-ce que t'as rappé? Ouais, j'ai rappé. C'est ça qu'on voulait savoir. Excusez-moi, j'ai rappé, ouais, j'ai fait les deux en même temps. Quand je l'ai connu, ben, c'était un proche d'une équipe à Kondo, c'est de la Clica et tout. Je voyais des mecs venir et tout, rapper, tout ça. Ils mettaient des faces B de rap américain et tout. Et les mecs, ils rappaient. Et j'étais surpris. Je dis, les mecs, ils rappent bien pour des Français et tout. Genre, tu sais, ça se rapprochait de ce que j'écoutais. Et j'étais pas habitué à voir les mecs rapper, tu vois, à part les Cherio, Kazé, qui étaient déjà un level. Ouais. Mais c'était très Blancoc. Mais là, les gars, ils étaient un peu dans le hip-hop jazzy, soul, tout ça, tu vois. Et à un moment, t'as vu, je suis contre la porte et tout, et il me dit, ouais, tu rappes, et il fait ça avec le micro. Et moi, tu sais, au micro, je dis, non, je rappe pas, tu vois. Et je vois, tout le monde me regarde. Il me dit, teste, et mon pote, la DJ, il dit, ouais, teste. Je dis, mais je sais pas rapper, moi, tu vois. Et tu sais, ma voix continue de parler dans le micro, l'autre, il a le micro comme as. Et en fait, ils m'ont dit, t'as une voix de ouf et tout, tu devrais rapper. Et il dit, teste un truc et tout. Je réfléchis. Et puis, je me souviens d'un texte de Kick avec mes Nike de Bustaflex. Je rappe ça, je les préviens. Hein. Je dis pas que c'est WAM et tout. Je rappe, et puis après, t'écrivais. Il n'y avait pas encore 8 Miles. Mais j'écrivais déjà dans le métro sur des tickets, des cahiers. Et après, j'ai sorti mon premier maxi avec Aloe Black et un pote qui s'appelle Dazini et un groupe qui s'appelait Benzen. Asco de Benzen. Et j'ai fait 2007 un groupe où j'ai fait un morceau avec Dabas de Triptyque. J'ai fait quelques trucs, tu vois. Trucs, ouais. Mais mon rap était pas terrible et j'étais pas assez assidu dans mon travail d'écriture. J'étais pas aussi fort que les mecs,
sais, quand j'entends tous ces gars là, avec qui je travaille en ce moment, que ce soit Roca ou Danny Dan, je les cite souvent parce qu'il y a une proximité, parce qu'on fait pas un morceau, on fait plusieurs morceaux, on fait un album. Donc il y a une proximité, on s'appelle, on parle, machin. Ils vont en studio, ils t'envoient la maquette, t'entends le truc. Ils écrivent tous les jours. Tu dis, ah ouais, moi j'ai pas fait ça. Moi. Tu vois, j'ai pas gratté comme eux, ils ont gratté. Des techniciens, eux. Ouais, Techniciens. ouais, c'est... Et moi aujourd'hui j'ai une question, enfin aujourd'hui oui, j'ai une question pour toi, c'est comment tu vois la place des beatmakers aujourd'hui dans le rap français? Parce que j'ai l'impression quand même, enfin pour moi j'ai l'impression d'en savoir un peu plus quand même, d'avoir plus accès qu'à l'époque. Donc comment tu vois leur place aujourd'hui? Est-ce qu'un jour on va arriver à ce truc de peut-être beatmaker un peu star aussi, comme aux États-Unis où tu reconnaissais, il y avait des pattes, il y avait ce truc. Bah même. Après, On l'a eu un moment ici, non? Avec l'équipe au moment hors noir. Ouais, Thérapie. Thérapie, voilà. Thérapie. Ouais. Bah, après, t'as des par exemple, je sais pas, Katrina Squad, Guilty, où tu peux. Ou plutôt, ça va être plus les artistes avec lesquels ils travaillent, où tu vas te dire, là, tu sais que c'est potentiellement tel beatmaker parce que tu sais qu'il va bosser avec tel artiste. Après, il y en a qui ont donné des vrais univers à des artistes. Tu vois encore dire nanana, mais par exemple, Dioscure avec Lelo. Sans Dioscure, il n'y a pas Lelo tel qu'on le connaît aujourd'hui. Mais j'ai rien dit, moi. J'étais rien dit. Non, mais parce que je pense que Dioscure, on le cite pas assez souvent, et je pense que c'est important de le dire parce qu'il a créé tout. Enfin, avec, je pense que c'est à plusieurs et à deux, mais il a quand même créé tout un univers musical d'un artiste aujourd'hui qui peut péter 3 Bercy d'affilée. Donc c'est important. Il y a aussi, comment il s'appelle, Flemme avec... Avec Frisk Orleans, Frisk Orleans, tu vois, on sent qu'il y a une ambiance et que t'as vu, c'est une ambiance... Il n'y a pas que Flemme, il y a Congo Bill aussi qu'il faudrait citer parce que ils sont ces deux... Enfin voilà, même si Congo Bill c'est encore plus dark que Flemme, parce qu'aujourd'hui il bosse avec un artiste par exemple qui fait du R&B. Jay Brony, je crois, il travaille... Donc ouais, tout à l'heure on parlait de R&B, de chanteur. Voilà, Jay Brony par exemple, et c'est produit par Flemme. Mais il fait pas du tout, c'est pas du tout... l'univers Freeze ou quoi que ce soit, quoi. C'est pas. Là, mais quoi, t'es en train de me duper. Hein. Mais quelle était ta question de base? Non, c'est aujourd'hui. Comment ils voient la place? Comment tu vois aujourd'hui, ouais, dans le rap français, la place des beatmakers? J'avais l'impression que c'était un peu plus secret. Ok, peut-être qu'on connaissait à l'époque DJ Mehdi, parce que c'était hyper marketé, parce que en plus il faisait de l'électro, il y avait un autre truc. C'était ces mecs un peu intello qui s'intéressaient au rap, ils ont dit oh lui ça a l'air d'être, mais sinon c'était beaucoup plus c'était des chevaliers de l'ombre, quoi. Aujourd'hui le rappeur a toujours été en avant, et tu le regardes aujourd'hui, il y a encore ce truc là sur lequel je me bats un peu, c'est que tu vois quand tu vas sur YouTube, maintenant il y a un peu, mais avant, pas trop. Tu vois, dans les années 2010 aujourd'hui, je vois beaucoup de fois, par exemple sur YouTube, tu vois le nom de l'artiste, le titre du morceau, stop. Le nom du beatmaker, il est dans les crédits où tu dois baisser la flèche, tu vois. Bah, moi, c'est ce mais si tu prends Dr. Dre ou DJ Premier, il y aura la parenthèse après le titre. Ou sinon, c'est écrit prod, avec DJ Premier, tu vois. Mais Dr. Dre, ça va même plus loin. Il fait des morceaux où il n'apparaît pas. Mais c'est lui qui a fait l'instru, tu vois. Mais oui, parce qu'il travaille avec des compositeurs. Voilà, Dr. Dre, featuring un tel, tu vois. Ouais. Toi, tu penses que l'artiste, il devrait être, comment dire, le beatmaker devrait être inscrit, dans les crédits en tout cas. Quand il y a un titre sur YouTube ou un clip, normalement, il devrait être marqué prod, un tel, parce que si t'enlèves le beat, il va rapper à cappella, le mec, tu vois. Le Juice, elle disait sans beatmaker, on ferait que du slam. Voilà. Tu vois. Après, c'est pas... pour rentrer là-dedans, mais le beatmaker, quoi. Pas forcément, puisque même moi j'aime bien être un peu en retrait. Je rappe pas, c'est le mec qui rappe, c'est les gens quand ils écoutent. En France, c'est les... Bon, ils vont écouter l'instru, la vibe et tout, mais c'est les paroles, tu vois. On dit qu'aujourd'hui, la prod fait quasiment beaucoup toute de la choses. musique. Oui, mais je les trouve en retrait, mais ça a changé. Je regarde beaucoup de médias, je regarde beaucoup de choses. J'ai vu Gazo ramener ses producteurs et... Tu sais, on les voit physiquement et tu sais qu'ils les dédicacent puisqu'on les... Il y en a, on voit pas leur visage, tu vois. Bah, par exemple, Easy Lee, il est masqué. Enfin, je pense qu'aujourd'hui, dans l'univers de la musique, on connaît Easy Lee, enfin, du moins, on entend.
Mais il y a aussi des beatmakers qui ont essayé de se mettre en collectif. À un moment, c'était le sommet. Ils faisaient des conférences sommétiques. C'était un truc. Franchement, je pense qu'ils avaient pris un peu le melon, mais c'était pas mal. Il y avait Junior à la prod, je crois. Il y avait Chapo Heisenberg. Par exemple, ces deux-là, on va dire tout le son des années post 2015-2016, ils ont produit des tabasseries que tout le monde écoute en fait. Donc il y a eu des essais quand même de se mettre de mettre des beatmakers en avant, de faire un truc, cette espèce de truc, le sommet. Bon, aujourd'hui je sais pas trop où ça en est, mais il y a eu des essais quand même. Non mais il y a plein de choses, comme les concerts aussi, tu vois, j'ai fait la place en octobre, mais tu m'aurais dit il y a 10 ans où il y a... Tu sais qu'un beatmaker peut aller sur scène, tu fais un peu le DJ, tu vois, tu vas passer des sons. Tu peux aussi faire le concept de faire une prod en live, tu vois, mais on l'avait fait vers les années 2010 et on trouvait le public pas prêt. Tu sais, ils étaient debout, ils te regardaient comme ça. Mais là, ça a changé. Je trouve que ça... Il y a plus de choses qui se font, de portes qui s'ouvrent. Et la preuve, je suis là. Je pense que les beatmakers, maintenant... Moi, je pense qu'il y a des beatmakers Rosta. Tu vois, le frère Achaï, là, pour moi, c'est... Le motif. Le motif. Toi, là, je vois, par exemple, il y a deux jeunes là, que j'aime bien dédicacer aussi. Max à la guitare et Seni au piano, là, qui font beaucoup de prod pour ceux qui chantent et tout. Eux, on les connaît maintenant. Pourtant, NASA, il aime bien en mettre un Benji, je crois. Le mec qui fait de la guitare. Bengi Bengi, voilà, exactement. Ça, il aime bien le mettre en avant sur scène et tout. Il est pas mal non plus. Parce que, regarde, aujourd'hui, il y a plein de mecs qui rappent moins. C'est-à-dire que la prod, comme disait Maro tout à l'heure, la prod aujourd'hui, elle fait carrément 80-90% de... Il y a des mecs, c'est des gimmicks en fait, qui font sur des sons aujourd'hui, tu vois. T'as la coup. Après, moi, t'as vu, j'ai un avis, il est un peu tranchant, tu vois, c'est que moi, pour moi, il y a rap et autre chose. Non, c'est vrai. Ça, c'est clair. Rapper, maintenant, on dit kicker. Avant, on disait je rappe. Ouais, je rappe, ouais, c'est vrai. Là, on dit ouais, tu kicks, tu vois. Oui, mais parce que du coup, ça, c'est l'éventail rap. Après, ça s'est modernisé, ça a évolué. Je suis d'accord avec ça. Mais pour moi, tu sais, quand j'écoute une musique. Ouais, mais nous blague. Je dis il chante. Pour moi, il chante. C'est de la blague. Mais quand je dis que c'est de la blague, c'est de la blague. Tu sais, ça, là, les termes qu'ils ont trouvés, c'est pour légitimer leur faille, leur bordel. Mais en vrai. Mais ouais, le rap, c'est rap. Je suis désolé, t'as vu. Je te laisse le mot de la fin, on arrive sur la fin. Là. Ouais, on arrive sur la fin. Le mot de la fin, c'était une question que je voulais te poser. Mais pose ta question, ce sera la dernière. Quoi. Est-ce que maintenant, t'as pas eu peur de mourir? C'est-à-dire artistiquement, je veux dire. C'est-à-dire. Tu vois, c'est-à-dire que. Ce que tu fais en termes de musique, tu vois, cette musicalité qui me touche, moi je suis un vieux père gang, tu vois, mais c'est-à-dire ce qu'on appelle le boom bap aujourd'hui, même si c'est pas vraiment ce qui... Enfin, beaucoup ne se reconnaissent pas dans ce terme-là. Quelque part, il y en a qui ont cru que ça a failli mourir, ça. Ça n'a jamais failli mourir. Oui, il y en a qui ont cru en tout cas, tu vois, et quelque part, les mecs comme Griselda, tout ça, avec qui tu as travaillé, il y en a qui estiment que c'est les sauveurs de ça. Ils ont remis en lumière un peu, mais ça a toujours été là. Hein. Ouais, en France, il y a toujours eu... Est-ce que t'as pas eu peur que... Parce que tout à l'heure, tu m'as dit, ouais, t'as vu, je suis ouvert, mais je suis pas si ouvert que ça, tu vois. Et du coup, est-ce que t'as pas eu peur à un moment donné le fait de pas forcément pouvoir s'adapter à cette nouvelle... Enfin, à toutes les nouvelles tendances de mourir artistiquement? Non, parce qu'il y a eu à chaque fois, en fait... on va dire, je suis tombé à une bonne période où... Quand moi, je commence à... En fait, quand j'ai dit que je voulais pas produire de rap français, je l'avais dit dans un média, là, Stay Tuned. Tu vois, j'avais dit mon expérience, tout ça. Et il y a un gars qui vient me voir sur Facebook et qui me dit « Ouais, comment ça, t'aimes pas le rap français, machin ?» Je dis « J'ai pas dit que j'aime pas le rap français, c'est que j'ai pas trouvé de gars qui peuvent poser sur mes prods. » Et il m'envoie des liens. Il me dit « J'ai des petits jeunes, là, ils vont te faire changer d'avis. » Donc, il m'envoie 3 liens. Je vois Nekfeu, Alpha One, Gizmo et Dean. Il y avait Dean aussi. Oui, mais là... Et c'était l'époque où ils arrivaient. Donc, entre-temps, j'ai fait le maxi, j'ai fait des choses avec eux. Donc, j'ai fait quelques trucs qui m'ont fait rester là et comprendre certaines choses. Puis, en parallèle, je faisais le truc avec les Quinry, qui m'a fait aussi tomber sur Griselda. J'ai jamais pensé, en fait, que j'allais
comme on dit, clamser. Disparaître. Mais en tout cas, Ouais. plus que Musicalement. jamais, il y a des artistes qui se En fait, réapproprient. ça se renouvelle, en fait, c'est Il y ce a que des je veux artistes dire. qui en se fait. réapproprient le boomba. Par exemple, quand Benjamin est arrivé, on s'est pris, tu vois, une espèce de claque en se disant, oh, trop bien, du rap qui rappe pour certains, c'est ça qu'il disait. Hein. Tu prends, par exemple, j'en parlais tout à l'heure, l'Esram aujourd'hui, son dernier projet, mais avec Messa à la prod, justement, sur beaucoup de ben, c'est que, comme disait, ça kick. Et c'est des 3 minutes et c'est juste un pur plaisir. Avec les prods qui vont avec, même si c'est modernisé. Hein. C'est pas le boom bap de DJ Premier, c'est sûr. Mais en tout cas, je pense que ça mourra jamais. En tout cas, le boom bap, du moins, ne mourra jamais. Comme la trappe est arrivée, elle va jamais mourir. Et la drill, et c'est plus des trucs qui vont communiquer. Non, parce que ça rentre dans la boîte à outils du rap. Je sais pas, mais bon. Non. C'est quoi la UK drill, je te parie tout ce que tu veux. En non, tout cas, il parce parle que des gens qui meurent, en tout cas. ça va rentrer. Ouais, mais ça va rentrer dans la boîte à outils du rap parce que c'est ça Bien aussi. Même si, ok, la drill, la UK drill n'existera peut-être plus en tant que telle, mais peut-être qu'on gardera cette manière de travailler les hi-hats, peut-être qu'on gardera la manière de travailler les 808. Donc voilà, ça rentre dans la boîte à. Ils ont rien compris. Ils ont dit, ouais. Voilà. Mais en tout cas, pour finir, voilà. Te laisse finir. Tu Voilà. vas travailler avec des gens légendaires. T'as T'as vu raison. Sean P, Ouais. c'est mon gars. Paix à son âme. Voilà, Peep My Ouais, World. peu à son âme. Peep My World, j'écoute encore ça dans ma voiture, sur Spotify. Hein, parce La que books mobile. Voilà, la books mobile, tu vois. Elle a changé, elle a évolué, tu vois. Et du coup, mon frère, t'as travaillé avec des gens. Il a réécrit. Hein. T'as travaillé avec des gens légendaires, donc tu es légendaire, mon ami. Merci. Je te note le dire. Je peux passer une dédicace. Pour de Je t'en vrai. prie. Venom, Astronaute, Azaya, Big Up. En plus, t'as ton projet aussi, ton actu. J'avoue, Ouais. on n'a pas nommé astronaute ici. Ouais, Astronaute, mais c'est un des quelque plus chose forts. de très important. Très important. Tu m'as dit mes projets, album avec Danny Dan, album avec Roca et mon prochain album que Itachi qui sera en 4 volumes. Voilà, c'est Lourd. Lourd, en tout cas, on va suivre tout ça. En tout cas, c'était la récré. Je vous oriente à regarder la récré, j'ai envie de dire. Hein. Le conseiller d'orientation. Désorientation. À la fin, je deviens un conseiller d'orientation. C'est au début, je suis en désorientation. Donc, cliquez, bonne de, voilà. On est ensemble. C'était la récré.